Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Je te souhaite un excellent moment avec cet épisode. Prends soin de toi et bonne écoute. Bonjour Caroline. Bonjour Elodie. Bienvenue sur cet épisode de podcast. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation, donc merci. Merci de m'accueillir, merci à toi. Avec plaisir. Écoute, je t'ai contacté sur Instagram il n'y a pas si longtemps et Oui. on a tout de suite accroché. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de voir, d'en savoir plus sur ton parcours en tant qu'insomniaque pendant quelques années. Et puis, évidemment, aborder les clés qui t'ont aidé à t'en sortir en tant qu'ancienne insomniaque et en tant que psychologue, du coup, spécialisée du sommeil. Alors, on va voir tout ça ensemble. Avant d'approfondir, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc, je suis Caroline, j'ai 44 ans, maman solo de 3 enfants. Donc, ils ont 17 ans. Mon fils aîné a un trouble du spectre autistique, donc il a un profil assez particulier. J'ai une petite qui va avoir 12 ans et qui fait de la télévision ici en Belgique, donc je suis assez fière d'elle. Et une petite dernière de 4 ans et demi qui s'appelle Elsa. Et donc voilà, mon parcours. Ben de base, là, ça fait quelques années que je me suis consacrée uniquement à l'éducation de mes enfants, ce qui est déjà pas mal, je pense. C'est un job en soi, maman au foyer, un travail qui est pas forcément reconnu, qui est assez invisibilisé, mais pour l'avoir vécu, voilà, je me suis rendu compte quand même que c'était un travail en tant que tel. Donc, J'imagine. 3 enfants à élever seul. oui. Mais en fait, j'avais envie d'une famille nombreuse. Déjà, après la naissance de mon premier enfant, quand j'ai commencé à m'apercevoir qu'il avait des petits soucis, je me suis dit, enfin, j'ai eu peur d'avoir d'autres enfants, mais je me suis dit, ce serait quand même pas mal de créer vraiment une famille, une grande famille, de lui apporter des frères et sœurs et de mettre une autre dynamique, voilà, et d'avoir une fratrie comme moi j'ai eu petite. Je viens d'une famille nombreuse. Donc, j'ai 2 sœurs, donc on est 3 à la maison aussi. Et je me souviens que pour moi, vraiment, l'ambiance familiale, l'aspect clan, enfin, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, tu as pu reproduire ça. Oui, voilà. Ok. Alors, justement, si on va un peu plus spécifiquement dans toi, ton parcours, dans quelle famille tu as grandi ? Oh, une famille assez hétérogène. Donc, mon papa est espagnol. Ma maman vient d'Auvergne, donc elle est française. Et de mes souvenirs d'enfance, c'était tout le temps du monde à la maison. Beaucoup de fêtes, voilà. On n'avait pas des gros revenus. C'était une vie assez modeste, mais avec des bonnes valeurs familiales, une solidarité et toujours beaucoup de monde autour de nous. Et donc, c'est ça que j'aimais bien aussi. Et c'est ce qui, en tout cas, me fait défaut actuellement. C'est ce sentiment de moins avoir un clan autour de moi. Le sujet d'ailleurs de la maman solo est quelque chose qui m'interpelle aussi. Je pense que quand on vit les choses, on a une plus grande sensibilité aussi par rapport à ça. Voilà, moi, c'est quelque chose, en tout cas, de mes souvenirs d'enfance où je me souviens que ma maman, il y avait tout le temps une grand-mère, une tante, une cousine, nous, les cousins, cousines, et voilà. On était assez libres. C'était une autre époque, hein, les années 80, donc on était plutôt libre comme enfant. Je partais avec mon vélo toute la journée, enfin, voilà. Ouais, on sent effectivement cet esprit de fête et de liberté qu'il pouvait y avoir. Et très simple, très simple. Voilà, il y avait pas de chichi, c'était très simple, mais une bonne éducation et beaucoup d'amour. Mais ce qui était bien aussi, c'est qu'on a été élevés, donc on est 3 sœurs, on a été élevés toutes les 3. On n'a pas dû suivre une route bien précise. On a pu développer chacune notre personnalité et on était plutôt artisans l'âme. Donc on chantait, on faisait des pièces de théâtre, donc c'était chouette, quoi. Ok. Et justement, toi, quelle personnalité tu avais plus jeune ? Moi, j'étais, comment expliquer? Pour pas trop me catégoriser comme enfant symptôme, mais j'avais déjà ce côté un peu, j'ai envie de dire un peu tout haut, ce qui va pas. J'ai envie de défendre des causes, des grandes causes, donc c'était les animaux, la différence. J'étais déjà fort sensible quand je voyais dans la cour de récré un enfant qui était différent. C'était quelque chose qui me touchait. Je le ressentais vraiment dans le fond de moi. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit aussi à m'intéresser à la psychologie en grandissant. Pour moi, c'était une suite logique parce que j'avais, oui, une sensibilité, mais qui était parfois un peu trop. Je pense que je peux dire que je suis une hypersensible et donc je voulais en faire quelque chose.
Donc, j'en faisais déjà quelque chose en chantant parce que je chantais beaucoup et c'était un moyen d'expression assez puissant pour moi. Et après, oui, je me suis orientée vers la psychologie parce qu'il y avait des choses que je voulais comprendre aussi. Le fonctionnement des gens m'intéressait beaucoup. Donc, voilà, c'est naturel. Ok. Et est-ce que tu as vécu des bouleversements à l'adolescence ou des changements à cette époque? J'ai eu quelques troubles alimentaires parce que quand j'étais petite, j'étais assez dodue. On mangeait bien dans la famille. Donc, j'ai développé quelques troubles alimentaires vers l'âge de 14 ans. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'anorexie parce que je sais que c'est un trouble quand même qui est assez grave. Mais voilà, j'ai vachement réduit mes apports caloriques. Et ce que j'ai trouvé vraiment interpellant, c'est que je n'avais que des compliments, alors que je trouve que je mettais ma santé en danger. Mais c'était vraiment, tu es plus jolie, tu es plus mince. Ouais, je trouve que perdre 10 kilos en 2 mois, c'est pas l'idéal. Et donc, mais voilà, j'ai expérimenté ça. Je pense que tous les adolescents ont à un moment donné des problèmes d'identité, le corps qui change. Enfin, ce sont des choses qui peuvent être bouleversantes et forcément, oui, on peut vivre ce genre de choses. D'où l'importance d'être bien accompagné et d'avoir quand même un entourage assez soutenant par rapport à ça. Et se rendre compte que c'est pas tout à fait normal et C'est que ça. c'est pas bon de s'enliser là-dedans. C'est ça. Donc, du coup, maintenant, ici, j'ai une petite qui va sur ses 12 ans. Je trouve que les ados sont beaucoup plus précoces qu'avant. Je la vois déjà commencer à traverser ce genre de choses. Par rapport à l'alimentation, tout va bien, mais je la vois déjà se questionner avec des questionnements que nous, on avait plutôt vers l'âge de, je sais pas, 14, 15 ans. Et un petit décalage quand même par rapport à avant. Un décalage, mais aussi et peut-être ça peut être dû à ça, mais un accès à Ah oui. l'information qui est plus grand. Ah oui, si nous, si moi, j'avais eu ça, petite, enfin, plus jeune, je me pose tous les jours la question de me dire, mais en tout cas, ma fille, enfin, les ados, maintenant, ils sont balèzes, hein. Oui, tout à fait. Oui. Donc, à ce moment-là, il y a le regard des autres qui Oui. te préoccupe vers l'âge de 14 ans. Et tu parles sur ton site internet de perfectionnisme. Est-ce Ah que oui. c'était déjà là Ah oui. ou comment ça se manifestait? Ben, c'est-à-dire que moi, je le voyais comme, je l'ai toujours vanté comme une qualité, bien que ça m'a bouffé la vie. Mais quand on me demandait mes qualités dans les entretiens d'embauche, c'était, je suis perfectionniste. Maintenant, je ne le vois absolument plus comme une qualité. Je trouve que c'est vraiment un fardeau. C'est bien hein, d'aller dans le détail et de vouloir bien faire les choses, mais ça pourrit quand même pas mal la vie. Donc maintenant, je vise plutôt, j'ai suivi cette astuce que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai trouvée géniale. Je vise les 80% et plus les 100%. Et je m'enlève une bonne pression en moins. Effectivement. Et à ce moment-là, à quel moment, du coup, s'est manifesté le problème de sommeil? À l'UNIF, pendant mes études de psycho, et ça je l'explique aussi dans ma bio sur mon site, on n'a pas eu de cours sur le sommeil en psychologie. Donc déjà ça, c'est un gros point négatif parce que je pense que c'est quelque chose qui touche pas mal de monde. Et pendant mes examens, le rythme était vraiment très, très, très soutenu. On avait déjà un blocus qui durait 1 mois avant la session d'examen. Et puis, il y avait les examens en tant que tels. Et là, c'était tous les jours, 1 voire 2 examens par jour. Et puis, il y a eu une nuit. Mais juste, il m'a fallu, c'est ça en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a fallu qu'une seule nuit pour faire le lit d'un trouble qui allait me pourrir la vie pendant des années. Parce que dans mon cerveau, il y a eu un changement qui s'est fait. J'ai fait une association, en fait, entre cette nuit de panique et le fait que je pourrais jamais retrouver le sommeil toute seule. Donc, c'était la veille d'un examen. J'avais confiance en moi parce que j'étudiais beaucoup, mon côté perfectionniste, donc j'avais des notes. Enfin, il fallait que je connaisse quasi tout par cœur. Donc ça, c'était aussi pas très bon, mais bon, voilà. Mais là, c'était un examen oral. À l'oral, beaucoup moins à l'aise que je suis. Et du coup, c'était la bête noire. C'était le prof qui avait vraiment la plus mauvaise réputation. D'ailleurs, on nous avait tous dit, il sac tout le monde. Je sais pas si vous utilisez ce mot-là en France. Si. Il sac tout le monde. Donc, en fait, son plaisir, c'était de démonter les étudiants et de chercher vraiment la petite bête pour te faire t'écrouler. Et donc, j'ai raté, en plus de ça, j'ai raté cet examen. C'est ça le pire. Et la veille, en fait, j'ai pas dormi. La veille de cet examen, j'ai pas dormi. Et je n'ai jamais autant réfléchi de ma vie en sur un court laps de temps. Non seulement j'ai pas dormi, mais en plus j'ai repensé à l'angoisse faisant, j'ai pensé à plein de choses qui m'ont traversé l'esprit. Enfin, c'était l'enfer. Et du coup, donc j'ai fait cet examen que j'ai raté et j'ai dû continuer ma session d'examen. À un moment donné, ma maman m'a amené chez le médecin parce que j'arrivais plus à dormir. Et là, j'ai reçu évidemment des somnifères qui m'ont sauvé les examens, ma session d'examen, mais qui ont induit, en plus de tout le côté psychologique que j'avais mis là sur mon problème de sommeil,
qui m'ont en plus donné une réponse immédiate de me dire, ouf, je dors. Mais ça m'a confortée aussi dans une forme de, il me faut quelque chose pour dormir. Moi, Caroline, j'avais perdu la recette, c'était fini. Et ça a été comme ça pendant des années. Après, voilà, il y a eu mon fils aussi, ses problèmes. Donc, on a tous, on vit tous des stress, on vit tous des moments difficiles. Mais à un moment donné, quand il y a des personnes qui ont beau vivre des choses difficiles, elles arrivent quand même à déconnecter. Mais certaines personnes qui ont un profil plus spécifique ont plus de risques de tomber dans ce type d'insomnie, parce que toutes les insomnies ne sont pas dues à des problèmes de rumination mentale ou quoi. Il y a vraiment des problèmes physiques, des maladies qui peuvent donner lieu à des insomnies. Donc, il vaut mieux toujours se référer au médecin et voir d'où ça pourrait venir. Ok. Donc, si je comprends bien, là pour toi, ça fait office un peu ce qu'on peut retrouver dans le trouble panique, c'est-à-dire que les personnes vont avoir une crise de panique à un moment donné précis qui va déclencher ensuite la peur de la refaire et donc lancer les personnes dans un cercle vicieux. Là, c'est un peu le même parallèle, c'est-à-dire je fais une très forte insomnie et finalement ça m'embarque dans le cercle vicieux. Oui. C'est le principe du conditionnement, en fait. Donc, on va faire une association dans notre cerveau entre un événement et l'émotion que cet événement provoque. Et ça s'inscrit dans notre cerveau, mais notre cerveau émotionnel. Donc, il y a une trace qui se met. Et donc, le travail, en fait, qui va devoir être fait après, c'est de se déconditionner. Mais par contre, le déconditionnement prend beaucoup plus de temps que le conditionnement qui, lui, peut être fait juste avec un seul événement. Parce que l'émotion est tellement forte et on est surpris aussi, On est surpris et ce qui nourrit très fort ça aussi, c'est la peur et l'anticipation. Donc la peur, l'attaque de panique, j'en ai fait aussi des attaques de panique. Je pense que on est comme ça sur ce profil un peu hypersensible, anxieux. Voilà, on est sujet aussi aux attaques de panique et c'est la peur. Après, on a peur d'avoir peur. Donc c'est la peur d'avoir peur. Et pour le sommeil, c'est la peur de ne pas dormir. Donc moi, je me souviens que je me réveillais le matin quand j'arrivais à dormir. Déjà, le matin, c'était est-ce que je vais savoir dormir ce soir? Donc, imagine bien que tu passes tes journées à te demander si tu vas dormir le soir. Ça te demande une énergie, ça te consume, ça te prend la tête, quoi. C'est vraiment ça. D'ailleurs, tu évoques l'insomnie n'est pas un trouble que la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas moi qui ai vraiment trouvé ça. Déjà, je l'ai vécu comme ça. C'est que c'était le jour, en fait, surtout que je prenais beaucoup la tête et que j'y pensais beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai découvert récemment, c'est que beaucoup de scientifiques disent que l'insomnie, c'est pas un problème de sommeil, c'est un problème d'éveil. Donc, c'est un trouble de l'éveil. Pas un trouble du sommeil, c'est un trouble de l'éveil parce que notre cerveau est trop éveillé pour se laisser aller au sommeil. Et donc, même s'il y a un processus naturel qui fait qu'en fin de journée, on est d'office, on a accumulé de la fatigue, et donc naturellement, on est plus propice à s'endormir. Quand on a un niveau d'éveil trop élevé, ça prend le dessus. Ça prend le dessus sur le processus d'endormissement parce que voilà, c'est pas un bouton on-off, il y a tout un mécanisme qui se met en route, le rythme qui doit se ralentir, etc. Donc oui, l'insomnie, c'est un trouble de l'éveil et c'est justement en agissant en journée qu'on va apprendre à bien dormir la nuit. Donc en mettant en place des actions le jour. Et oui, c'est hyper intéressant ça. On va le voir après, mais une des étapes dans la guérison, c'est justement de chasser toutes ces idées reçues qu'on peut avoir. Et donc, on fera un gros point là-dessus parce que c'est très important. Effectivement, ce que ça me rappelle, en fait, j'ai tourné un épisode de podcast sur la nourriture émotionnelle juste avant avec Ingrid et elle disait que un de ses déclics, ça a été de retrouver la nourriture comme quelque chose de naturel qui finalement recharge les batteries du corps, mais ni plus ni moins, pas tout ce qui est associé derrière en termes d'émotions, de corps, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche avec le sommeil, c'est de retrouver quelque chose de naturel. Tu le dis sur ton site, un bon dormeur considère le sommeil comme une activité naturelle et même agréable. Il prend le sommeil comme il vient. Oui. Et c'est l'inverse dans l'insomnie. Il n'y pense pas. Le bon dormeur n'y pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on bascule du côté où on y pense. On pense à notre sommeil. Et si ça devient obsessionnel, là, on peut rentrer dans le cercle vicieux parce que qu'on ait une insomnie de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde. Il y a même 90 chez vous, on dit que 90% des gens feront au moins une insomnie dans leur vie. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir une insomnie. Il y a des événements de vie, il y a des stress ponctuels, un déménagement, un changement de travail, la naissance d'un enfant, ou même quelque chose de très positif, la perspective de faire un voyage, quelque chose comme ça qui à nouveau nous maintient en éveil.
Et donc voilà, le problème, c'est que si on commence à trop penser, on va entretenir en fait cette insomnie. Et finalement, même si les conditions sont propices à ce qu'on dorme bien, qu'on a eu une bonne journée, on a une bonne fatigue, on va pas s'endormir parce qu'on a peur de pas dormir. Et aussi, on anticipe aussi beaucoup sur le lendemain. Hein. Oh, ça va pas aller au travail. J'ai une grosse réunion, ça va pas aller. Enfin, on dramatise et c'est parti. Et en plus, il n'y a pas pire moment que dans son lit le soir, quand il n'y a pas de bruit qui fait noir, pour avoir en plus ce genre d'angoisse. Ça amplifie, je pense, parce qu'il n'y a pas de stimulation extérieure et on est seul face à nous-mêmes. On se sent très seul aussi quand on est insomniaque. Moi, je me souviens de nuits entières où mon conjoint dormait et que je me disais, mais j'imaginais même la terre entière qui dort. Alors déjà, avec les fuseaux horaires, c'est déjà... Mais j'imaginais vraiment la terre entière dort et moi pas. Enfin, je me sentais profondément seule. Et j'osais pas en parler parce que quand j'en parlais, on me disait, mais enfin, tu te couches, tu dors. Oui, non. Avant, oui. Mais après cette fameuse nuit d'insomnie, non. Non. Ça t'évoque que ce que tu as retenu de tes années d'insomnie, c'est la solitude et la peur d'en parler. Oui. Ben, oui, j'en parlais très peu et quand j'en parlais, les gens, c'est pas ça, ils essayaient de relativiser en disant, mais ils avaient pas tort parce qu'il faut dédramatiser quand on est insomniaque, mais c'était pas suffisant. Il fallait vraiment que je vive l'expérience par moi-même, de me sentir capable de pouvoir me rendormir. Et pour ça, il fallait déjà aussi retirer les somnifères parce que tant qu'il y a un somnifère, on peut pas faire ce travail. Ou on peut le faire en même temps, mais alors accompagné d'un psychologue, mais seul, on peut pas. On peut pas parce que voilà, je me souviens même que si j'en prenais pas, il fallait au moins que que je sache que j'en ai à la maison. C'est un peu comme quand on fait des attaques de panique et qu'on a peut-être un anxiolytique qui peut nous sauver la vie plutôt que d'aller aux urgences. Et de savoir qu'on l'a dans son sac ou quoi, ça peut rassurer. Donc ça prouve aussi à quel point tout ça est extrêmement psychologique. Hein. Oui, tout à fait. Ce que là, je vois donc dans ton évolution, c'est un terrain en lien avec le perfectionnisme, l'anxiété et l'hypersensibilité. Donc, c'est trois domaines qui viennent. En quoi le perfectionnisme vient jouer là dans les troubles du sommeil? Parce que c'est la course à la performance. Je dois être performant. Et si en plus de ça, on tient compte des mythes, il faut dormir 8 heures, il faut aller dormir avant minuit. Donc du coup, le perfectionniste va avoir tendance à vouloir bien se référer à des règles, les respecter et réussir, entre guillemets, à bien dormir. Donc il va se mettre la pression aussi, il va se mettre la pression dans la vie et aussi pour son sommeil. Oui, parce que le perfectionnisme provoque aussi beaucoup d'anxiété. Donc, c'était d'être performant, de réussir, la peur de l'échec. Donc, ça fait un terrain anxieux. Ah oui, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas plus grand lâcher prise que de s'endormir. Hein. Donc, c'est pas évident non plus de lâcher. Le perfectionniste, il aime pas lâcher, il aime bien contrôler. Et s'il y a bien un truc qui se contrôle pas, c'est le sommeil. Hein. Ça, c'est pas nous qui le contrôlons. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'apprendre comment fonctionne le sommeil sans avoir une connaissance encyclopédique, mais ne fût-ce que pour se dire, voilà, je sais comment ça fonctionne. Et là, le perfectionniste, justement, va bien aimer ce côté. C'est pour ça que je me suis intéressée au sommeil, à commencer à l'étudier, parce que je me suis dit, s'il m'obsède autant que ce soit une obsession saine et que j'en fasse quelque chose. Et donc, une fois qu'on connaît les mécanismes et qu'on sait comment ils fonctionnent, déjà tous les mythes, on peut les oublier, et du coup, on peut plus facilement lâcher et faire confiance en fait à notre nature. Hein. On a vraiment un corps qui est fait pour établir lui-même son équilibre. Là, j'ai lu dernièrement le livre Guérir, qui est exceptionnel, qui explique vraiment comment le corps, par lui-même, va toujours tendre à guérir, à trouver un équilibre et à faire en sorte que, oui, qu'il y ait quelque chose de sain pour nous. Donc, faut plus apprendre à se faire confiance par rapport à ça. Effectivement, il y a quelque chose à chaque fois qui me marque dans les patientes qui sont beaucoup dans le contrôle et dans l'anxiété, c'est cette lutte perpétuelle contre notre nature humaine, en fait. C'est-à-dire que c'est humain de se tromper, c'est humain d'être imparfait, c'est humain de dormir et de manger. En fait, c'est vital, c'est naturel. Oui. Et tout doit être tellement sous contrôle que plus rien n'est naturel finalement et accepté comme il est. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que les troubles du sommeil sont en constante augmentation parce que ça reflète vraiment un problème de société. Hein. On est tout le temps sous pression, la recherche à la performance, alors que les scientifiques, là, toutes les études qui sont faites dernièrement, on se rend compte que c'est justement en ayant moins d'attentes et en mettant moins de pression aux gens qu'on peut retourner vers cet aspect naturel des choses, et notamment par rapport au sommeil. Et que c'est ça qui va faire en sorte qu'on sera
plus performant et plus vigilant, plus attentif, meilleur au travail, meilleur avec nos proches, de meilleure humeur, mais aussi en bonne santé. Et donc, on a tout à y gagner, en fait, à bien dormir. Là, je pense que la société doit vraiment changer sa façon de percevoir les choses et de traiter l'humain aussi, parce qu'on est quand même assez victime de ça aussi. Oui, c'est tout le paradoxe. On cherche la perfection, mais en fait, c'est totalement contre-productif. Ah oui. Et tu le dis sur ton site aussi, l'insomnie peut avoir un impact sur la santé physique et psychologique, sur le système éducatif et aussi socio-économique. Donc, on voit que ça peut impacter tous les domaines. Ah, mais ça a un coût, ça coûte des milliards. Hein. Les problèmes de sommeil coûtent des milliards parce que au-delà de la prise en charge du problème de sommeil en tant que tel, il y a toutes les conséquences, toutes les maladies que ça crée. Hein. On peut quasi mettre en lien toutes les maladies avec les problèmes de sommeil, pas que, mais ça va faire le terrain en fait du développement de certaines maladies et ça affaiblit aussi le système immunitaire. Donc c'est tout un voilà. Le sommeil, pour moi, c'est la base. C'est la base de beaucoup de choses. Oui, ça va un jeu sur les apprentissages, et l'humeur aussi. Donc, c'est ça le cercle vicieux dans lequel on est mis quand on a des problèmes de sommeil. C'est que, par exemple, on dort pas bien parce qu'on fait une dépression, mais le fait de ne pas dormir va faire en sorte qu'on va rester dans cette dépression. Et donc, à un moment donné, il faut sortir de là. Alors, si on n'a pas forcément envie de traiter une dépression, de prendre des antidépresseurs, on peut apprendre à se faire du bien. Et c'est en se faisant du bien, en prenant soin de soi et de son sommeil qu'on peut aussi déjà se donner plus de chances d'aller mieux. Okay. Et faire confiance à la nature et comme je disais, à cette faculté qu'a notre propre corps, notre cerveau, à tendre vers un équilibre. Tout à fait. Pour toi, ça démarre autour de la vingtaine, pendant tes études. Au départ, il y a une volonté de prendre ça en charge tout de suite avec le médecin généraliste, mais à part des somnifères, finalement, il n'y a pas trop d'autres solutions qui te sont proposées. Il n'y a absolument pas une prise en charge psychologique. Pas du tout, pas du tout. Tu rentres dans un cercle vicieux lié à ça, qui te fait sentir seule et qui peut avoir des conséquences sur ton bien-être. Et ça dure pendant combien de temps, ça, alors? Des années, plus de 10 ans. Okay. Plus de 10 ans, oui. Parce que bon, après, avec ça, il y a eu la naissance de mes enfants, donc des nuits perturbées aussi avec les enfants. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai allaité mes bébés, et là, ça prouve à quel point la nature peut être bien faite, c'est que j'ai jamais aussi bien dormi que quand mes bébés sont nés et que je les ai allaités. Bon, je faisais du cododo, je dis pas que c'est la panacée, mais pour moi, en tout cas, là, j'étais pleine d'hormones et des bonnes hormones. Voilà, là j'arrivais vraiment même si je dormais que quelques heures par-ci par-là, je me rendais compte que c'était hyper profond, hyper récupérateur. Et là, je me suis dit, écoute, Caro, suis le rythme. De toute façon, là, on peut plus parler de somnifères ou quoi, parce que quand on est enceinte ou quand on allait, voilà, il vaut mieux éviter. Et dans ces moments-là aussi, j'ai pu entamer un processus déjà de guérison dans des périodes qui sont pas forcément non plus propices pour avoir un bon sommeil. Mais en tout cas, pour moi, ça a servi parce que j'ai suivi vraiment le flux d'hormones et j'ai suivi ce rythme naturel et ça a bien fonctionné. Mais en fait, sans le savoir, c'est un des aspects de la thérapie cognitive et comportementale. L'objectif n'est pas d'améliorer forcément le temps de sommeil, mais la qualité de sommeil. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ça peut arriver d'avoir une nuit de 4-5 heures de sommeil parce que voilà, il y a eu des soucis, mais le thérapeute parfois va constater quand le patient il remplit son petit, parce qu'on utilise un agenda de sommeil, on va parfois faire remarquer au patient, mais regardez là, vous dites que vous avez passé une bonne journée, pourtant vous n'avez dormi que 5 heures, 6 heures. Parce qu'on pense toujours qu'il faut dormir 8 heures, 9 heures. Donc le sommeil, il sait très bien ce qu'il fait et il va tout le temps d'abord axer sur la récupération, sur les fonctions vitales, sur les choses qui sont primordiales et donc les premières heures de sommeil vont être riches en sommeil qu'on appelle profond et c'est pas pour rien parce que au cas où après voilà on est réveillé ou il y a quelque chose, on a récupéré et le sommeil a fait déjà le plus gros de son travail. Et donc du coup oui c'est vrai que peu d'heures peuvent être déjà optimales. Pas beaucoup dormir mais de manière optimale et parfois on peut dormir 9-10 heures et on va se réveiller complètement fatigué, ça change rien. Tout à fait. Et alors tout au long de ces 10 ans, pour toi, tu dis que c'est une rupture qui t'a apporté le déclic. Oui. C'est-à-dire? Oui, ça m'a apporté le déclic dans le sens où j'ai remis en question toute ma vie. Parce que bon, quand on se fait quitter, c'est jamais facile. Et donc, on se pose beaucoup de questions sur soi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et j'ai mis tout sur le tapis.
ma personnalité, mon fonctionnement. Donc, c'était extrêmement thérapeutique pour moi. Et j'ai commencé à me former aussi. Donc, j'ai fait un travail personnel, mais j'ai aussi beaucoup étudié, beaucoup lu, beaucoup appris. Et j'ai commencé à me mettre dans le sommeil à fond, mais en mode, voilà, si déjà j'ai été insomniaque, donc je pense que ça pourrait faire sens d'aider peut-être les autres en l'ayant été moi-même, mais tout thérapeute ne doit pas forcément avoir vécu les mêmes choses que leurs patients. Mais en tout cas, pour moi, ça faisait sens. Et de me dire tout ce que j'apprends sur le sommeil, mais c'est tellement important. Donc, j'ai envie de transmettre ce savoir-là, au-delà de l'aspect vraiment, parce que j'ai un projet aussi par rapport à plus me cibler sur une forme d'école du sommeil ou quelque chose voilà, de plus ludique, même pourquoi pas pour les enfants, parce que la base, c'est déjà d'apprendre, en fait. Apprendre comment fonctionne le sommeil, déconstruire un peu les mythes qui l'entourent pour pouvoir avoir plus d'outils en main pour pouvoir s'en sortir, quoi. Okay. Voilà. Donc justement, par rapport à ça, on va passer sur la deuxième partie de cet épisode. Tu le disais, on sait qu'une personne sur 3 souffre de troubles du sommeil et une personne sur 5 d'insomnie chronique. Donc déjà, comment savoir si on a des problèmes de sommeil et dans quelle catégorie on se situe? L'insomnie, bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, 90% des gens peuvent faire au moins une insomnie dans leur vie. Donc, l'insomnie, il y a des insomnies qui sont ponctuelles. On les appelle même d'ajustement. C'est-à-dire que c'est notre corps qui s'ajuste à un stress ponctuel ou à un événement difficile, hein, comme une perte, une rupture, ou un événement positif aussi qui peut nous maintenir en éveil. Mais à partir du moment où l'insomnie s'installe et qu'elle arrive au moins d'après le DSM-5, donc c'est le manuel des statistiques des troubles mentaux, parce qu'on classe l'insomnie dans un trouble mental, c'est quand elle arrive 3 fois par semaine, depuis au moins 3 mois, là on peut vraiment parler d'insomnie et alors on l'appelle chronique, c'est-à-dire qu'elle est installée. Voilà. Mais sinon, l'insomnie occasionnelle, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est l'attitude qu'on va avoir par rapport à l'insomnie qui va ou non faire en sorte qu'elle s'installe. Ouais. Et quand elle s'installe, elle peut vraiment bien s'installer. Hein, et c'est difficile d'en sortir, en tout cas seule. Ok. Donc, on a les troubles du sommeil ponctuels que tout le monde ou quasi peut rencontrer, qui ne sont pas un souci. Ensuite, on a les troubles du sommeil. Je dirais que là, l'impact va être, est-ce que justement ça a un impact sur ma vie sociale, ma vie professionnelle? Sinon, peut-être que j'arrive à vivre avec et que ça ne me pose pas de soucis aussi et que ça reste aussi ponctuel. Par contre, quand ça s'installe, que c'est répétitif, au-delà de 3 mois, et qu'on en souffre. qu'on en souffre, voilà, que ça a un impact sur notre vie en général, là, il ne faut plus hésiter, il faut se faire accompagner, j'imagine. C'est ça. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes du sommeil. Et je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais depuis que je m'y intéresse, je ne sais pas si c'est un biais de pensée, mais depuis que je m'y intéresse, j'ai l'impression que ça commence vraiment à se développer. Et c'est pas plus mal parce que avant, pour trouver vraiment un psychologue spécialiste du sommeil, c'était extrêmement rare. Donc voilà, ça commence à prendre de l'ampleur et c'est pas plus mal parce que il faut que les gens sortent de leur isolement et puis il y a rien de honteux en fait à être insomniaque. C'est vrai que parfois on a honte. On se dit mais pourquoi moi je dors pas bien et les autres oui et si ça tombe notre collègue ou notre voisin il souffre aussi peut-être d'insomnie et voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. D'accord. Tu dis pour toi le premier pas vers la guérison c'est l'acceptation. Et dans ce cas, tu compares la bataille contre l'insomnie à des sables mouvants. Plus on lutte, plus on s'enfonce dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'on va lutter contre l'insomnie, mais sans chercher à comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et donc, on va, sans s'en rendre compte, parce que c'est pas de notre faute, on va, comme on en parlait tout à l'heure, par toutes sortes de pensées, d'angoisses, on va renforcer le trouble. Alors que, logiquement, ce qu'il faudrait, c'est se dire, mais l'insomnie, elle me dit quelque chose. Déjà, elle me dit peut-être que j'ai un problème physique. Admettons qu'on fasse des apnées ou qu'on ait un problème au cœur ou du diabète, ça va se refléter dans le sommeil et on peut avoir des insomnies. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est super important de pouvoir écouter son insomnie. Et au-delà de ça, elle va aussi nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut régler. Donc si on n'a pas de problème médical, elle va nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut régler dans notre vie. Et donc il faut l'écouter et il faut l'accepter. C'est pour ça aussi que je dis que c'est pas une ennemie,
l'insomnie. Je vais pas dire non plus que c'est une amie parce que quand on la vit, c'est pas cool, mais c'est un message, c'est un indicateur qu'il y a un déséquilibre quelque part dans notre corps ou dans notre tête. Et dans plus de la moitié des cas, c'est parce qu'on subit un stress chronique ou qu'on a des troubles anxieux ou peut-être même une dépression. Donc, faut pas passer à côté de ça. L'insomnie, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. En dessous, il faut aller chercher. C'est pour ça aussi qu'il faut pas hésiter à en parler parce que elle peut coexister avec d'autres troubles et il faudra évidemment traiter alors en parallèle plusieurs choses à la fois. C'est un fameux travail, hein, comme je disais tout à l'heure par rapport à ma rupture. Là, il y a pas mal de choses après qu'il faut déballer et il faut travailler sur plein de choses. C'est aussi un travail personnel hein, de sortir de l'insomnie. C'est un travail sur soi aussi, surtout. Ouais, pour moi, il y a deux aspects, c'est-à-dire la connaissance de soi et la connaissance et les outils liés au sommeil. Tout à fait, tout à fait. Et la connaissance de soi, elle va permettre peut-être de comprendre ce qui se cache derrière. Je pensais à une patiente où, en faisant ce travail-là, on a associé, elle avait déjà des troubles du sommeil, mais ça s'est aggravé à un moment donné. En fait, ça s'est aggravé au moment du décès d'un de ses proches. Elle n'avait pas du tout fait le lien à ce moment-là avec ça. Et quand on a commencé à détricoter les choses, ça s'est éclairé pour elle. Les émotions ont pu sortir et déjà, ça a libéré un aspect très important de sa problématique. Et puis ensuite, tout l'impact que peut avoir le fait de garder ses émotions pour soi dans sa vie au quotidien. Et donc, de débloquer ça, plus ses connaissances sur le sommeil, en finalement très peu de temps, les choses se sont drôlement améliorées. Oui, oui. Ça peut aller vite hein, quand on est à l'écoute de soi et qu'on est prêt à faire ce travail et qu'on fait des liens aussi, comme tu dis, faire des liens entre différents aspects de sa vie. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut vite et bien évoluer quand on est bien accompagné, surtout. Et être au plus près de ses besoins, là, tu utilises, toi, le test du chronotype, c'est ça Oui, oui. C'est un vieux test, hein, il date des années 70, mais il est toujours utilisé par les spécialistes du sommeil parce que on peut pas bien dormir si on ne sait pas déjà quel dormeur on est. Voilà, quel dormeur on est, est-ce qu'on a un gros besoin de sommeil? Parce qu'il y a des gens aussi parfois qui se butent comme ça à vouloir à tout prix dormir 8-9 heures alors qu'ils ont peut-être besoin que de 5-6 heures. C'est rare. Mais il y a des petits dormeurs comme ça. Eux ne sont pas insomniaques. Hein. Ils dorment peu, ils récupèrent le week-end. Et puis, il y a aussi le profil du matin ou du soir. Et à ce moment-là, on peut alors plus adapter son rythme de vie par rapport à son rythme biologique, son rythme interne et qu'on ne choisit pas, on est avec. Donc, ça, c'est aussi important de savoir. Il y a plein de gens qui ignorent, peut-être, s'ils sont du matin ou du soir, et qui vont, par exemple, un profil du soir qui va se lever tous les jours à 6 heures pour aller travailler et qui va peiner toute la matinée, pas être performant et se sentir fatigué. Lui, il peut encore développer aussi des insomnies parce que il se lève trop tôt par rapport à son propre rythme. Donc, c'est important d'avoir un rythme de vie qui corresponde à son rythme de sommeil. Et à ce moment-là, on peut éventuellement faire le test du chronotype. C'est pas moi qui l'ai inventé, il est sur mon site, mais c'est pas moi qui l'ai mis au point. Mais il est pas mal. Oui. C'est long, il y a beaucoup de questions. C'est un petit peu long, ouais. Mais c'est vrai qu'il est intéressant, je trouve, aussi pour se déculpabiliser. C'est-à-dire que quand on veut absolument tout faire le matin et qu'on a un mal fou à se lever tous les matins, on se dit mais c'est pas possible, du manque de volonté. Ou à l'inverse, mais qu'on veut faire plein de choses le soir, mais que c'est extrêmement difficile aussi. En fait, de faire ce test va nous montrer là où naturellement se situent nos besoins, notre fonctionnement naturel, et on va pouvoir s'y coller davantage et bien mieux vivre ces journées. Moi, par exemple, je suis tombée au milieu, alors je crois que c'est la majorité, on est dans l'intermédiaire finalement. Oui. Mais donc, ça va être je suis plus performante entre 8h et 18h, par exemple. Ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir. De savoir ça, moi, ça m'a enlevé un peu un poids de me dire, c'est OK, en fait. C'est là où je suis le mieux. Il ne faut pas que je me lève trop tôt, il ne faut pas que je me couche trop tard. Et comme ça, je suis mon rythme naturel. Tout à fait. Et on peut même optimiser ces journées en se disant, voilà, à tel moment, c'est mieux si j'ai une réunion importante à faire. À tel moment, c'est mieux. Début d'après-midi, peut-être pas parce que j'ai un creux. Et donc, on peut vraiment... après, l'idéal, ce serait d'avoir des horaires et des vies à la carte, mais ça, on ne peut pas. Donc, on a quand même une horloge biologique qui est faite pour s'adapter. Donc, elle est assez malléable, mais jusqu'à un certain point. Si on continue vraiment à taper dessus et à ne pas s'écouter, à toujours vouloir être ultra performant, et à un moment donné, on va dans le mur. Et l'insomnie, elle est là aussi pour dire à un moment donné, stop. Chez certaines personnes,
stop. Voilà, c'est stop. Il faut faire quelque chose et c'est pas plus mal parce qu'on va commencer à mettre en place des choses dans le quotidien pour aller mieux et pas que pour son sommeil. Hein. Quand on commence à pratiquer de la relaxation, on voit des bénéfices dans d'autres domaines de la vie. Oui. Donc, voilà, Oui. pour son humeur. C'est important ce que tu as dit. C'est-à-dire, on va avoir notre besoin naturel, on va dire, mais effectivement, en fonction des projets dans sa vie, si on a des enfants, etc., bah, par exemple, faire 8h, 18h et rien avant, rien après, c'est pas toujours possible. Donc, l'idée, c'est pas d'être complètement rigide là-dessus, mais c'est juste de se connaître et de savoir que c'est à ce moment-là qu'ensuite, bah, on adapte en fonction. Moi, il y a une fois que j'avais un projet que j'arrivais pas à trouver le temps de le réaliser, pendant un mois et demi, je me suis levée à 6h. Je faisais ce projet-là le matin tôt et puis ensuite, je faisais ma journée. Et ça me détendait vachement parce que du coup, je commençais ma journée en ayant bien démarré. Mais par contre, j'arrive pas à tenir ça sur le long terme. C'est OK, c'est pas avec mon besoin naturel, mais de temps en temps, eh bien, voilà, on le fait et le corps s'adapte très bien à nos imprévus, à nos changements. Jusqu'à un certain point, je trouve que le travail de nuit, c'est un bel exemple justement de voir à quel point l'horloge biologique peut être malléable. Parce qu'il y a, à partir d'un certain âge, bon, déjà avec l'âge, le sommeil se dégrade malheureusement, donc ça c'est un fait, mais on peut agir dessus. Mais pour les travailleurs de nuit, en général, vers 50 ans, ça commence à devenir vraiment pénible parce que l'horloge biologique, elle a fait son travail pendant des années et elle s'est adaptée, mais à un moment donné, elle dit stop. Et le travail de nuit, par exemple, chez les gens qui ont un profil du matin, c'est vraiment, vraiment pas compatible. Et donc, si on va travailler comme ça pendant 20, 30 ans, en désaccord avec notre propre horloge biologique, à partir d'un certain nombre d'années, voilà, ça va commencer à devenir de plus en plus difficile et à créer même des maladies, voire même le cancer. Là, c'est prouvé scientifiquement, c'est encore une fois pas moi qui l'invente. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'être à l'écoute et de bien connaître aussi son profil de dormeur, parce que il y a une certaine limite, voilà, il y a une certaine limite à l'adaptation de nos propres ressources, mais c'est comme dans tout, hein, on a nos limites par rapport au stress, voilà. Tout est une question d'équilibre. C'est ça. Le stress est aussi nécessaire, ça peut être bénéfique, mais à un juste équilibre. Ça doit motiver et pas freiner. C'est ça. Ok. Alors justement, la point très important, j'aimerais qu'on passe en revue quelques idées reçues liées au sommeil parce que c'est extrêmement important d'avoir une meilleure connaissance là-dessus. Ce que je te propose, c'est que je t'en dise et tu nous dis en quoi elles sont fausses ou parfois elles sont pas complètement fausses, mais à préciser. D'accord. Alors, donc justement, pour dormir, il faut 8 heures de sommeil. Non, il faut pas 8 heures. En moyenne, il faut 7 à 8 heures. Donc ça, c'est vraiment la moyenne. Mais autour de la moyenne, il y a autant de tailles de sommeil que de personnes sur cette terre. Les petits dormeurs, vraiment 5-6 heures, sont très rares. Hein. C'est 1% de la population. À côté de ça, il y a plein de gens qui dorment 5-6 heures et qui sont en déficit chronique de sommeil avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis, il y en a d'autres, ils ont besoin de 9 à 10 heures. Je trouve que je donne souvent comme idée, pour connaître son besoin de sommeil, il faut profiter d'un temps hors contrainte de travail, donc en vacances, par exemple, où là, on peut vraiment faire une moyenne sur une semaine, une moyenne par rapport aux nuits, calculer son temps de sommeil. En général, ça représente assez bien le temps de sommeil dont on a besoin. Ok. Voilà. Très bien. Le sommeil avant minuit compte double. Ah, ça, c'est un vieux dicton qui a la dent dure. Il n'est pas faux, parce qu'il veut dire que c'est le début de sommeil qui compte double. Et donc, effectivement, qu'on aille se coucher à 22 heures ou à 2 heures du matin, c'est le début de sommeil qui compte le plus. Ça peut rassurer aussi les insomniaques, parce que il y en a souvent qui se réveillent vers 2-3 heures du matin. Ça, j'entends souvent. Je me réveille à 3 heures du matin. Mais en fait, c'est parce qu'on a fait le premier sommeil, le plus riche, le plus profond, le plus récupérateur. Et il faut savoir aussi que après ce sommeil-là, avant, quand il n'y avait pas la lumière artificielle, les gens, justement, se réveillaient parce que c'était naturel de se réveiller à ce moment-là. Ils vaquaient à leurs occupations et ils allaient se recoucher. Et donc, c'est le premier sommeil, pas le sommeil avant minuit, mais les premières heures qui comptent plutôt double, si je puis dire. Et on touche une pensée importante, c'est que tu l'avais évoqué dans l'insomnie. Un des points importants, c'est l'anticipation qu'on va faire sur ensuite. C'est, je me lève à 3 heures et ensuite on va défiler en disant mais demain je vais être complètement HS, ça va être horrible. Alors effectivement, quand on est insomniaque et qu'on se fait des semaines, ça peut avoir des répercussions. Mais quand ça reste
plus ou moins ponctuelles, en fait, on se rend compte que finalement, dans la journée, on arrive à fonctionner. On va avoir des gros coups de barre, tout comme ça, mais on est souvent plutôt surpris de dire, oh, bah, tiens, je pensais que je serais crevée, et puis finalement, j'ai réussi à faire ma journée plutôt correctement. Tout à fait. Oui, oui, mais justement, par rapport à ce premier sommeil, s'il s'est bien déroulé, on a déjà récupéré à ce moment-là. Donc, la récupération, quelque part, est faite. Après, c'est du bonus. C'est du sommeil de rêve qui est c'est tout aussi important, mais voilà, la nature a fait que c'était après. Donc, c'est du bonus, c'est du sommeil paradoxal, c'est du sommeil lent, sommeil léger. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire la différence entre des longues ou des courtes nuits. Oui, donc, en fait, la première partie de nuit est beaucoup plus importante parce qu'elle contient davantage de sommeil profond. Et donc, d'où le dicton, le sommeil avant minuit compte debout. C'est plutôt le premier sommeil qui compte debout. Oui, parce que peu importe qu'il soit avant minuit ou après. C'est ça. Très bien. C'est ça. Si je n'ai pas assez dormi en semaine, je peux rattraper mes heures de sommeil le week-end. Oui, mais avec une certaine limite aussi. Parce que déjà, le sommeil qui est perdu pendant la semaine, ben, il est perdu. Le sommeil perdu, c'est du sommeil perdu. Mais par rapport à sa fatigue générale, on peut quand même tenter de compenser un peu le week-end. Mais du coup, on va être tenté alors parfois de faire des longues grasses matinées qui vont nous décaler. On va avoir ce qu'on appelle un jet lag social. Donc, c'est comme un jet lag qu'on a en voyageant, sauf que c'est juste en restant chez nous. Parce qu'on va être décalé par rapport à notre rythme habituel. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on se décale. Vu qu'on a beaucoup dormi pendant le week-end, on n'arrive plus à dormir tôt la semaine. Donc, on retombe dans le cercle vicieux de l'insomnie toute la semaine. Et ensuite, on rattrape et là, on n'arrive pas à se réguler. Donc, effectivement, une des étapes de la thérapie va être je dors plutôt à heure fixe toute la semaine, même le week-end. Comme ça, je me régule. Bon, avec une certaine souplesse aussi, parce qu'il faut quand même laisser encore le plaisir de la vie, de pouvoir encore aller à une petite sortie. Mais bon, quand on est en début de thérapie, on va peut-être éviter la grosse soirée et aller se coucher à 4 heures du matin, etc. Encore une fois, voilà, il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur sommeil et d'autres plus sensibles où ça va moins bien fonctionner. Et donc, on doit, au début, en tout cas du moins, instaurer quand même une certaine régularité, mais ne pas être trop rigide non plus parce que justement, les personnes qui peuvent avoir tendance à vouloir tout contrôler, etc., il ne faut pas non plus qu'elles soient trop sévères envers elles-mêmes si elles ne sont pas très, très régulières, mais il vaut mieux être le plus régulier possible parce que notre horloge biologique, elle aime bien la régularité et elle intègre ses horaires et donc ça va même renforcer le sommeil. Il va être meilleur, plus profond parce qu'on respecte cette rythmicité interne. Donc, c'est super important. Et puis, c'est surtout aussi de se dire qu'après, peu importe ce qui peut arriver dans le futur, on aura appris toutes ces choses et qu'on va garder et qu'on va pouvoir transposer même dans d'autres aspects de notre vie. Donc, c'est super important. C'est une sorte d'éducation, en fait, la TCC. Hein. C'est une éducation au sommeil, éducation à avoir une bonne hygiène de vie. Mais tout ça est très positif aussi pour tout le reste, je trouve. Donc c'est top, quoi. Oui, c'est une vraie exploration de soi. C'est ça. Donc, là, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. Si je suis fatiguée, je dois aller me coucher plus tôt? Pas forcément. Non, parce que ce qu'il y a, c'est que déjà, on peut pas se dire je vais aller dormir à, je sais pas, 21h30, 22h, parce que si le sommeil ne veut pas venir, il vient pas. En plus, les profils du soir qui vont vouloir peut-être rattraper une sortie ou quelque chose comme ça, qui vont vouloir aller se coucher plus tôt, si on a un profil du soir, on ne s'endormira pas et ça risque de provoquer une insomnie. Donc, il vaut mieux pas, si on est fatigué, on garde la même heure de coucher et notre corps, de toute façon, sait toujours bien comment il doit s'adapter et ce qu'il doit faire. Si ça ne vient pas, on se relève, on fait une activité très douce, on évite les écrans ou alors un documentaire ennuyeux, souvent je dis à mes patients, quelque chose qui nous ennuie, de la lecture, de la relaxation. Voilà, on reste sur des lumières tamisées et ça m'amène à une question très importante, c'est est-ce qu'il y a une différence entre somnolence et fatigue? Ah oui, tout à fait, justement, parce qu'on n'écoute plus trop les signaux d'endormissement, on va être moins à l'écoute de cette somnolence naturelle, qui est un état vraiment entre la veille et le sommeil. Donc c'est à peine perceptible, mais on pique, c'est un moment où on pique comme ça du nez, ce qui peut être très dangereux quand on conduit des machines ou quand on est au volant. Et donc la somnolence, c'est un état naturel entre la veille et le sommeil.
Et c'est quand ces signaux-là apparaissent le soir que à ce moment-là, il faut aller se coucher parce que c'est le processus naturel du sommeil qui se met en route et qui envoie toutes sortes de signaux, mais qu'on n'a plus tendance à écouter parce qu'on est occupé, en fait. On est occupé à faire des activités qui nous maintiennent en éveil. On est sur des écrans ou oui, on lit peut-être un livre, mais c'est quelque chose, c'est un thriller, c'est quelque chose qui nous maintient en haleine. Et donc, du coup, voilà, il faut aussi laisser place aux signaux de sommeil, cette fameuse somnolence qui arrive et qui est pas de la fatigue. La fatigue, c'est plutôt, on a fait un sport, on a eu notre journée de travail, voilà, on sent qu'on est fatigué, mais on n'a pas forcément besoin de dormir. On peut juste récupérer, s'allonger un petit peu. Par contre, quand on est somnolent, ça veut dire vraiment que le sommeil arrive. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et là, il vaut mieux aller se coucher à ce moment-là. On confond souvent les deux, hein. Mais oui, c'est une différence importante parce qu'effectivement, la fatigue, en plus, elle va pouvoir avoir différentes causes. Oui. On peut comment dire, l'améliorer de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fatigue parce qu'on a effectivement été très actif toute la journée. Donc, on a besoin de poser son corps et de ralentir, de se reposer, oui, de récupérer, mais sans forcément dormir, mais faire une pause. À l'inverse, on peut aussi se sentir fatigué parce qu'on n'a rien fait de la journée. Moins on en fait, plus on se sent fatigué, plus on a la flemme. Et là, au contraire, on va améliorer son état de fatigue en sortant, en étant dans l'action, en allant prendre l'air. Donc, au niveau de la fatigue, elle peut être due à différentes choses et améliorée de différentes manières. En revanche, donc là, on conseille pas forcément d'aller au lit. En revanche, c'est quand il y a la somnolence et être à l'écoute de ça qu'il faut y aller. C'est ça. Et surtout, si on est somnolent en journée alors qu'on est censé avoir dormi comme il faut, là, il faut aussi consulter parce que ça peut être un signe d'hypersomnie, qui est une maladie qui n'est pas encore très bien diagnostiquée pour le moment, mais quand même, qui commence à prendre de l'ampleur aussi. Là, il y a d'ailleurs aussi des outils qui testent la somnolence que les psychologues utilisent. Donc elle a plusieurs questions, voir si elle s'endort quand elle est en voiture, parce qu'il y a des moments qui sont plus propices à la somnolence. Donc quand on est passager d'une voiture ou après le repas aussi, après le repas de midi, on va avoir un petit pic de somnolence aussi. Donc voilà. Et pour finir, oui, je voulais revenir sur le fait, on entend parfois qu'il est interdit de faire du sport le soir après 17 heures. Ça, tu relativises sur ton site, cette information. Ben oui, parce que bon, le sport, il n'y a rien à faire, le sport, c'est la vie. Moi, depuis que j'en fais aussi, je me sens beaucoup mieux. Ça a plein de bénéfices et donc, il vaut mieux quand même garder une routine sportive. Le problème, c'est que si on la fait trop tard le soir, encore une fois, si on connaît les mécanismes du sommeil, on sait que ça suit aussi la courbe de la température du corps. Donc, pour s'endormir, on a besoin d'avoir une température plus faible pour aller vers le sommeil. Et quand on va faire du sport, on va réchauffer notre corps, on va réchauffer notre cerveau. Et donc, on va être en super forme, on va avoir la niaque. Et 21h, c'est pas l'idéal. Donc, il vaut mieux essayer de faire son sport en début de soirée ou en fin de matinée, là où on a un regain d'énergie. Et si on peut pas l'éviter le soir, alors il faut abaisser sa température corporelle en prenant une douche assez fraîche. Donc, c'est mieux, c'est mieux. Là, oui, il y a quelque chose d'important. Ça va être l'agencement de sa chambre, le côté jour, nuit, la lumière et la température de la chambre qui vont être aussi des aspects à étudier. Oui, c'est ça. Oui. Et la chambre, oui, forcément, on peut pas s'endormir en plein jour. On a besoin, le corps a besoin qu'il fasse noir pour sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, on va essayer d'avoir des lumières tamisées. Et même avant de dormir, commencer à baisser les lumières petit à petit pour envoyer les signaux à notre corps et que la mélatonine puisse commencer à être sécrétée. C'est elle vraiment qui va nous aider à nous endormir. Okay. Voilà. Tout l'environnement est important. C'est un conditionnement entre notre environnement et notre sommeil. Et si on aide le sommeil en mettant en place toutes sortes d'activités le jour pour bien se fatiguer et le soir pour bien se détendre, on va être dans ce rythme où on va aider notre sommeil et on peut rentrer dans un processus, dans un cercle. Moi, j'appelle ça le cercle vertueux parce qu'une fois qu'on a compris le principe, on doit juste suivre quelque part ce pourquoi la nature nous a fait et c'est génial, quoi. Merci beaucoup, Caroline, parce que ça me tenait à cœur. Effectivement, c'est une thématique extrêmement importante. C'est vaste. Oui, c'est vaste. Évidemment, on n'a pas tout évoqué parce qu'il y a encore plein de conseils, plein de choses à savoir. Mais j'ai voulu qu'on aborde les points principaux, comment ça peut s'installer, les aspects, les conséquences négatives du sommeil qu'il ne faut pas prendre
à la légère. Et puis, les premières clés, les premières choses à mettre en place pour commencer à l'améliorer. Et surtout, évidemment, ne pas hésiter à se faire accompagner pour ça, parce que tu le disais, de plus en plus de professionnels, notamment des psychologues, ils sont formés, notamment les psychologues en thérapie cognitive et comportementale, et Oui. ça aide énormément. Oui, oui. Et si on n'a pas forcément l'envie de suivre une thérapie ou de faire une démarche auprès d'un psychologue, maintenant, il y a plein d'accompagnements en ligne, aussi des programmes en ligne. Tout est automatisé. Il y a même des applications. Je vais pas faire de publicité parce que je travaille pour aucun d'eux, mais dans le sens où, voilà, on peut aussi pourquoi pas même prendre un livre ou deux, hein. Parfois, il suffit d'avoir un petit déclic, un petit changement et s'auto-former. Je pense que ça peut fonctionner aussi, par rapport à ça. Et la TCC est réputée aussi pour être très, très concrète, pratique. On va pas commencer à développer des heures. Voilà, il y a des points importants à voir, c'est pas ça. Mais le but, quand même, c'est que la personne retrouve assez vite les clés pour retrouver un bon sommeil. Et donc, voilà, c'est assez bref et très pratico-pratique avec des exercices. Et ça demande une grande collaboration. Voilà, c'est une collaboration entre le patient et le thérapeute. C'est très important, être en confiance et aimer la relation Être avec en son thérapeute. confiance. Et parfois, en 4 à 6 séances, ça peut être OK. Mmh. Donc ça, c'est pas mal aussi quand on souffre de ça depuis des années. C'est chouette, quoi. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Pour conclure, quels sont pour toi peut-être, alors soit quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, soit un petit résumé pour toi des meilleures astuces. Sur ton site, j'ai relevé 4 astuces qui pour toi sont importantes. Avoir des horaires de sommeil réguliers, s'exposer un maximum à la lumière du jour, Ah oui. connaître son rythme et son besoin de sommeil et se relaxer pour chasser le stress et l'anxiété. Mais oui, ça pour moi, ce sont les 4 règles d'or. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la lumière, mais c'est la base de tout parce que c'est l'alternance du jour et de la nuit qui donne le signal aussi à notre organisme qu'il est temps de dormir. Et donc, quand on s'expose à la lumière, on va davantage renforcer aussi la rythmicité. Et donc, parce qu'il y a parfois des personnes, enfin souvent en hiver aussi, on vit dans l'obscurité, on n'a pas assez de lumière naturelle, et donc le corps va moins savoir faire la différence entre le jour et la nuit. Donc, plus on va avoir de lumière et plus on va donner le bon signal. Voilà, c'est le temps d'être réveillé, c'est le temps de dormir. Il y a vraiment bien cette différence entre les deux. Et par rapport à la relaxation et au stress, pour moi, c'est aussi la base de tout. Et comme on parlait tout à l'heure, on peut pas espérer trouver le sommeil quand on est trop éveillé. Et donc, tout ce qui va faire descendre le niveau d'éveil, et pas en faisant juste 30 minutes de relaxation avant de dormir, c'est déjà la journée, avoir des sas de décompression, ne pas monter trop haut dans le stress, apprendre à s'écouter. On diminue les tensions physiques, les tensions mentales, et tout ça va se répercuter sur le sommeil. Donc, les problèmes de sommeil se travaillent surtout la journée, en fait, en mettant en place des bonnes actions le jour. Pour moi, c'est le plus important. C'est pas quand on est dans son lit ou 1 heure avant de dormir qu'on doit se dire, ah oui, il faut que je me calme. Ah oui, voilà, pas trop de café. Non, c'est vraiment, faut pas non plus que ça devienne une obsession, parce qu'alors là, on rentre de nouveau dans les obsessions dont on parlait tout à l'heure, mais c'est prendre soin de soi, déjà la journée aussi, et tout ce qui va nous apporter du bien-être, de la détente, va de toute façon aider à mieux dormir. L'idée, c'est d'être curieux, de se découvrir à ce niveau-là, de découvrir ce qui nous fait du bien, parce que c'est pas toujours rester effectivement 30 minutes en relaxation ou en méditation. Certains adorent, d'autres moins. Et si c'est moins, qu'est-ce qui me permet peut-être de me relaxer différemment? Qu'est-ce qui me correspond à moi? Et puis au début, c'est peut-être juste 1 fois par mois s'accorder un temps pour soi, puis ensuite 1 fois par semaine, puis ensuite un petit peu plus, mais démarrer quelque part avec curiosité. C'est ça. Et ne pas avoir trop d'attentes non plus par rapport à la relaxation. Ne pas se dire, ah oui, parce que j'ai fait ma technique de relaxation, je vais m'endormir. Ne pas avoir trop d'attentes. C'est on doit s'exercer au début, parce que c'est pas évident de s'arrêter, hein. S'arrêter vraiment, c'est vraiment pas facile. Donc, ça demande au départ de s'exercer, de faire des essais-erreurs. Moi, je préfère le yoga. Moi, c'est plutôt la méditation. Moi, c'est la pleine conscience. Moi, c'est me balader dans la nature. D'autres personnes, ça va être visualiser des choses positives. On doit d'abord trouver ce qui nous plaît. Voilà, faut pas se forcer à vouloir à tout prix faire une technique qui est en vogue. Voilà, le petit mobile La musical petite de ma musique vie. derrière, Oui, voilà. qui nous note la fin de ce podcast. Écoute, merci pour toutes ces informations extrêmement précieuses. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Sur Instagram essentiellement?
Oui, Mieux dormir Caroline. Et là, donc, je suis en passe de changer de nom parce que je crée mon petit bébé. Là, je pense après 2 ans, il est temps. Donc, je crée mon petit bébé, mais ça reste encore secret. Mais pour le moment, c'est Mieux dormir Caroline sur Instagram. Voilà. Et là, Très bien. je donne plein d'astuces, tout à fait gracieusement et avec grand plaisir pour aider les gens à mieux dormir. Génial. Bien, je te remercie énormément. Merci et à je te toi. souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous appréciez ce programme, n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite, en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en laissant un avis. Je vous dis à très vite pour une vie plus zen au quotidien.